Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un effet inattendu des antidépresseurs. Et puis comme beaucoup de gens sont déprimés ces temps-ci ou peuvent ressentir aussi de la dépression, ce sera l'occasion de parler des origines de la dépression et de voir que la dépression, c'est surtout avant tout une crise spirituelle. On a tendance à penser que la dépression, c'est un déséquilibre chimique dans le cerveau, c'est un problème neurologique. Alors ça, ce sont les symptômes, mais on verra que la cause est bien plus profonde. Alors cet effet inattendu, il vient en fait, il n'est pas si inattendu que ça, hein, c'est quelque chose dont on se doutait bien sûr depuis longtemps, donc témoigne, en tant que thérapeute, beaucoup de clients le témoignent également. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a été relié, établi par une étude scientifique très récente de fin janvier, ici en l'année 2023. Alors les études, il faut toujours s'en méfier, hein, vous savez, il faut toujours se poser la question, qui commande l'étude? Alors ici, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique, hein, parce que ces 2-3 dernières années, je fais une petite parenthèse, mais on a vraiment pu remarquer que pour ceux qui ne s'en doutaient pas, ceux qui étaient très naïfs, eh bien que la science peut être corrompue également. Il y a beaucoup de corruption dans le monde, on le voit. Cette crise vraiment l'a mis en évidence et a mis en évidence l'importance de la démocratie qui n'est peut-être pas encore vraiment établie dans nos sociétés, qui reste à établir. En fait, on voit qu'il n'y a pas vraiment de débat contradictoire et que le peuple n'a pas grand-chose à dire. Il a juste à obéir et à être un rat de laboratoire. Mais cette crise nous a montré que la science peut être corrompue en fait et que des industries multirécidivistes et condamnées pour charlatanisme peuvent dicter leurs lois et nous utiliser comme rat de laboratoire et s'enrichir sur notre dos. Les grands rédacteurs des plus grandes revues médicales de publications scientifiques ont fait état de cette corruption systémique qu'on retrouve dans la science. Et puis c'est quelque chose qui était connu, hein, rappelez-vous, pendant plus de 40 ans, l'industrie du tabac, elle a essayé de cacher le fait que la cigarette était liée au cancer, à des tas de problèmes de santé. C'était connu déjà il y a longtemps, mais pendant 40 ans, ils ont commandé des fausses études, ils ont acheté des médecins, ils ont corrompu des chercheurs pour dire que fumer était bon pour la santé. On voyait même des publicités avec des médecins qui étaient payés, comme on l'a vu aussi dans cette crise, hein, des médecins qui étaient payés pour dire non, non, tout va bien, c'est très bon pour la santé. On voyait des femmes enceintes qui fumaient sur des publicités. Donc il a fallu quand même 40 ans de lutte acharnée pour faire état de cette corruption et de montrer la vérité, c'est qu'en fait, non, c'est vraiment néfaste pour la santé. Ça va être pareil ici, on est en train de voir qu'en fait, que toutes ces mesures sanitaires sont complètement absurdes, notamment par exemple, je fais juste un exemple, vous voyez l'étude qui a été utilisée par le gouvernement français pour justifier le confinement, eh bien on sait aujourd'hui qu'elle est complètement frauduleuse. Ça a été démontré par le mathématicien Vincent Pavant, qui fait partie du Conseil scientifique indépendant. Alors c'est pas le conseil scientifique, c'est le conseil scientifique indépendant, donc ce sont des médecins, des chercheurs, des biologistes, voilà, des épidémiologistes, mais qui sont sans conflit d'intérêt. C'est ça qui est intéressant, et malheureusement sur les plateaux de télé on ne les voyait pas beaucoup ceux-là. Ils étaient écartés, il y avait censure en fait des informations qui n'allaient pas dans le narratif officiel, qui était là pour créer de la peur et vous faire consommer, vous faire adopter des mesures complètement absurdes dans le but d'un contrôle total de la population. Et finalement, l'instauration d'un crédit social à la chinoise, on a vu tout ça, on a compris tout ça, j'espère que vous l'avez compris. Et donc, même les masques étaient complètement inutiles. Il y a encore une étude très récente de fin janvier qui a été publiée, qui montre, c'est à Oxford en fait, un épidémiologiste qui est responsable de cette étude, qui a vraiment mis un point final à ce côté fanatique du masque, cette muselière en fait qu'on a imposée aux personnes. Alors vous avez remarqué, je ne fais pas partie de l'église de vaccinologie ni de l'église sanitariste. En fait, ces masques sont vraiment inutiles. Même le masque qui vous fait ressembler à un canard quand vous le mettez, les masques soi-disant plus efficaces, tout ça est complètement inutile en fait. Ça a été bien démontré par cette étude récente. Et puis déjà avant, si vous étiez informé, hein, parce qu'il fallait juste croiser ces sources d'informations, c'était connu. Évidemment, si on suit les médias classiques, on ne le savait pas, mais il y avait déjà plus de 167 études, donc c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas cinq, c'est pas 10, c'est 167 études qui déjà montraient la complète inutilité des masques. Et il y a encore aujourd'hui des hôpitaux, ici pas très loin, qui imposent le masque au public alors que ça ne sert strictement à rien. Donc on voit en fait l'importance d'avoir un esprit scientifique, c'est-à-dire c'est quoi un esprit scientifique? On peut ne pas être scientifique et avoir un esprit scientifique, c'est-à-dire croiser ses sources d'informations, s'ouvrir à toutes les hypothèses, ne rien rejeter et pouvoir en débattre en fait.
Et moi, j'ai été censuré plusieurs fois sur YouTube pour avoir osé prendre des arguments de certains scientifiques dans mes vidéos pour faire état de l'inutilité de certaines mesures. Et j'ai été censuré pour ça, comme plein d'autres en fait, plus de 6 fois déjà. Donc en fait, cet esprit scientifique, il peut nous sauver la vie. Aujourd'hui encore, quand on voit les dégâts de ce qu'on nous impose de mettre, je ne peux pas le dire parce que sinon il y a aussi censure encore là-dessus, mais ce qu'on nous met, vous savez, ce qui passe dans le bras, ce qui va dans le corps, on voit les dégâts incroyables sur la santé et l'inutilité de ces machins-là, mais en plus les dégâts incroyables. Bon, ça a rapporté des milliards de dollars, c'est sûr, à certaines personnes, mais ça a beaucoup détruit de vies, et ça c'est en train de sortir de plus en plus aussi dans les grands médias. Eh bien, si on avait eu un esprit scientifique, on aurait pu éviter ça. Et donc, il n'est jamais trop tard, et c'est pour ça aussi, sur le cas des antidépresseurs, c'est bien de croiser ces sources d'informations et de voir que ce n'est pas la pilule du bonheur qu'on nous a vendue. Donc, cette étude très récente dont je parlais, c'est une étude qui a été publiée récemment dans le Guardian. C'est une étude en fait qui a été publiée à l'origine dans le journal scientifique Neuropsychopharmacologie en fin janvier 2023, et le Guardian l'a relaté il n'y a pas trop longtemps. Et qui montre quoi? Ce résultat inattendu, c'est qu'en fait, les antidépresseurs vont générer une anesthésie émotionnelle. Alors une anesthésie émotionnelle, pas juste des émotions négatives, mais également des émotions positives, des états affectifs positifs. Donc ça veut dire que la joie, l'enthousiasme, l'émerveillement, toutes ces émotions positives vont être émoussées et anesthésiées. Donc l'étude a montré que c'est ça va jusqu'à 60% des cas, de personnes qui ne ressentent plus les émotions positives. Donc vous imaginez ne plus ressentir les émotions positives, la joie, l'harmonie, le bien-être, l'apaisement, la sérénité, mais c'est une catastrophe en fait. Donc en fait, ce qui est censé nous enlever ce mal-être, finalement nous poursuit dans ce mal-être d'être coupés de nos émotions positives. L'étude a montré que les gens c'est une étude qui portait donc sur des antidépresseurs qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Et cette étude a montré qu'en fait, les personnes ne sont plus trop sensibles au feedback positif également, ressentent beaucoup d'ennui, en fait, sont coupées en fait du bien-être en fait, tout simplement. Et tout ça nous amène à réfléchir sur l'utilité de ces médicaments chimiques. Est-ce qu'un médicament chimique peut aller résoudre une cause qui est plus spirituelle? Parce que vous voyez que en fait, la dépression, si on y réfléchit, c'est une cause spirituelle, c'est une crise en fait dans la vie d'un être humain. Qu'est-ce que c'est la dépression si on reprend les bases? La dépression, c'est une émotion de tristesse très très forte, comme la déprime, mais là la dépression c'est vraiment très très fort, il y a plusieurs niveaux de dépression. Cette tristesse, elle est toujours liée à un déclencheur qui déclenche la tristesse. Eh bien ce déclencheur, c'est toujours la même chose, c'est toujours une perte. Que ce soit la perte d'un être cher, un deuil, la perte d'une relation, la perte d'une situation professionnelle, la perte d'un espoir, je suis désespéré, j'ai perdu espoir, tout ça nous amène à une perte, et cette perte qui est ressentie nous amène à considérer que nous n'avons pas de chance, ou nous sommes incompétents, ou nous sommes nuls, en fait à un jugement sur nous-mêmes qui fait que l'image qu'on a de nous est devenue insupportable, et en fait on ne croit plus qu'on est capable de réussir quelque chose ou d'avoir la chance de vivre quelque chose. On dit c'est trop tard, je suis nul. En fait on a surtout envie de mourir, on ne s'aime pas vraiment. Et donc vous voyez, c'est lié à l'identité en fait. La dépression est liée à une identité très négative qu'on a sur soi. Et donc c'est une crise spirituelle parce que l'identité, c'est ce qu'on appelle aussi l'ego en spiritualité, c'est la somme des croyances que nous avons sur nous. Et là ce sont des croyances très très négatives. Et donc comment sortir de la dépression? Eh bien c'est se libérer de cette identité qui n'est pas nous en fait. Nous ne sommes pas notre ego, l'ego triste, l'ego qui voit tout en noir. Ça c'est quoi en fait l'ego? Ce sont des pensées en fait. Ce sont des pensées qui jugent le monde et qui nous jugent nous-mêmes, qui viennent en nous, qui apparaissent en nous, et on dit je pense ça, je suis comme ça. En réalité on s'identifie, on est hypnotisé par ce scénario, par ces pensées qui expliquent qu'on n'arrivera à rien, qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, que tout va mal. Ces pensées-là, si on y croit, elles nous hypnotisent, et si on y croit, eh bien on se referme en fait. La dépression amène beaucoup de tristesse, donc une fermeture, et on n'arrive plus à ressentir la joie et le bonheur. Et donc la clé en fait pour se libérer de la dépression, c'est de se libérer de ce personnage qui a été construit mentalement, ce qu'on appelle l'ego, qui n'est pas nous. Vous allez me dire, mais comment on peut faire ça? Eh bien en fait, c'est de voir d'où vient la pensée. Qui pense ça en fait? Qui pense que je suis nul? Alors vous allez dire c'est moi, mais c'est qui le moi?
En fait, vous allez voir, si vous observez attentivement, il y a des pratiques pour ça, c'est d'observer qu'en état de dépression, les pensées arrivent toutes seules. On ne sait pas d'où elles viennent du vide en quelque sorte, elles apparaissent en nous et elles repartent. Et le problème, c'est qu'on y croit, c'est qu'on les suit en fait, on suit le train de la pensée et on s'identifie à ça. On s'identifie à ce personnage comme si vous regardez un film d'horreur et puis vous vous identifiez tellement au film d'horreur que vous commencez à ressentir de la peur, mais vous pouvez très bien dire non, non, mais ce n'est qu'un film, ce n'est pas moi. Et effectivement, vous pouvez observer quand vous êtes déprimé que ces pensées arrivent et puis les sensations arrivent dans le corps, mais vous pouvez observer qu'il y a un observateur qui observe ça. Il y a ce qu'on appelle l'état témoin, c'est-à-dire qu'il y a tout ça qui apparaît, toute cette tristesse dans le corps, ces sensations de tristesse, il y a ces pensées négatives, mais tout ça est observé par une conscience. Et cette conscience, quand on prend le temps, on peut prendre quelques minutes, plusieurs heures, c'est une pratique qui peut durer longtemps, mais c'est de voir à un moment donné que derrière toute cette agitation des sensations physiques et des agitations mentales négatives, il y a le calme. Parce que toute cette agitation apparaît dans un espace de conscience. Cet espace de conscience qui est ce que nous sommes profondément. Cet espace de conscience qui est toujours calme. Donc derrière la tristesse, il y a le calme. Derrière toutes ces émotions négatives, ces jugements négatifs, derrière toutes ces pensées, il y a le calme. Il y a toujours cet espace dans lequel tout ça apparaît, tout comme le silence est là avant les sons qui apparaissent. Il y a des sons qui apparaissent, beaux ou agréables ou désagréables, harmonieux ou désharmonieux, mais l'espace qui contient ces sons est toujours harmonieux. L'espace qui contient ce son est toujours calme. Et donc cet espace de conscience dans lequel tout ça arrive, ce que nous sommes profondément, cet espace de conscience est toujours en paix. Ainsi, on le voit, la dépression, en fait, c'est une crise, hein, comme toute crise, c'est une opportunité pour grandir. La souffrance est tellement forte qu'on est obligé d'arrêter de chercher à l'extérieur un mieux-être, parce que quand on est déprimé, d'ailleurs, on n'y croit plus. C'est d'aller voir à l'intérieur que derrière, en amont de nos pensées, il y a ce calme et ce vide dont je parlais. C'est ce dont témoignent tous les sages dans toutes les traditions spirituelles et puis les gens qui ont vécu des grandes catastrophes. J'ai souvent fait référence dans ma chaîne à des gens qui ont été dans des drames épouvantables ou des camps de concentration, des couloirs de la mort. Et la souffrance est tellement forte qu'à un moment donné, l'ego il lâche et apparaît ce qui était en amont de l'ego, c'est la présence. La présence, notre véritable identité qui n'a pas de personnalité, qui est une présence sans forme, qui est une présence sans histoire, sans passé, sans futur, qui est juste continuellement et éternellement présent, eh bien cette conscience, on peut dire, ou cette supraconscience, cet infini aussi on pourrait dire, est notre véritable nature, toujours en paix. Et c'est ce que je vous souhaite de ressentir à travers ces différentes pratiques que je partage sur la chaîne. Et puis je continuerai bien sûr. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Nos cœurs vibrent, nous allons